sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez parler de tout ce qui fait votre vie. C'est vous, vous le savez, qui en définissez le contenu selon votre état d'esprit et du moment, selon vos préoccupations, avec vos témoignages au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Assiba avec la complicité de Fabrice Fougerousse qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie de partager votre expérience avec nous ou d'apporter un soutien, eh bien rejoignez-nous au 39 21. Vous pouvez également envoyer un courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ou un message au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Ben voilà, je vais vous exposer ce qui m'arrive. Oui. Je suis donc divorcée depuis... Enfin, pas tout à fait divorcée, mais je suis séparée depuis 3 ans. Oui. Et puis, disons que j'en avais un petit peu marre d'être toute seule. J'ai donc décidé d'avoir affaire à une agence matrimoniale. Mm-hmm. Donc, j'ai rencontré un monsieur, donc le premier qu'on m'a présenté, c'est-à-dire fin août. Oui. Je suis rentrée de vacances, lui également. Et nous avons eu tous les deux le coup de foudre. Ah oui. Oui, vraiment le coup de foudre. Et donc, nous sommes partis sur une relation tout le mois de septembre. Mm-hmm. On s'est retrouvés plusieurs fois. Mais malgré tout, je sentais sur ce monsieur quelque chose qui, si vous voulez, on avait l'impression quand même qu'il avait peur de la vie, de ce qui l'attendait. Malgré le coup de foudre, vous voyez. Alors... qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Ce qui me faisait dire, c'est que... il évitait pratiquement le contact de ses amis. Donc je n'ai jamais vu pratiquement ses amis. Il avait une maman, il m'a jamais présenté à sa mère, rien du tout, parce qu'il avait peur que, en me présentant, si vous voulez, que je casse notre relation, par exemple au bout de 15 jours. Vous voyez, ça, il avait peur de ça. Et bon, ce qui s'est fait, c'est que au mois d'octobre, il m'a envoyé un texto, parce qu'on s'envoyait beaucoup de textos, hein. Et il m'a envoyé un texto en me disant je t'aime, mais je pense qu'on va arrêter là notre relation. Voilà. Et puis moi, je me suis trouvée, si vous voulez, un peu surprise. Donc je le rappelais, puis je dis mais ça veut dire quoi? Je dis attends, tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, et puis maintenant tu veux arrêter tout. Je comprends pas. Alors effectivement. En discutant comme ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit voilà, j'ai peur de la vie, j'ai peur que ça n'aille pas, j'ai peur de tout ça. Mais je dis attends, ça fait 1 mois qu'on sort ensemble, on peut pas juger comme ça. Je dis non, on va continuer. Je vois pas pourquoi on va s'arrêter là. On va continuer. Donc il a accepté. Heureusement, vous saviez ce que vous vouliez, vous. Moi, je savais ce que je voulais. Oui. C'est vrai. Et bon, tant mieux. J'ai toujours su ce que je voulais. Donc, le mois d'octobre s'est avéré bien. Oui. Mais jamais, il m'a présenté, malgré tout, à quelqu'un. À des amis, jamais. Bon, après tout, 1 mois seulement après votre rencontre, ça c'est pas forcément déterminant. Il avait peut-être envie de se consacrer exclusivement à vous, à votre relation. Oui, certainement. Je sais pas. Bon, alors donc on est sorti septembre, on est sorti octobre, et au mois de novembre, on a sorti donc jusqu'au 2-3 novembre, et au mois de novembre, 2-3 novembre, il m'a renvoyé un texto dans le même sens. Alors j'ai dit bon ben d'accord, j'ai dit puisque c'est comme ça, on va s'arrêter là. J'ai dit c'est dommage, on s'aime parce qu'on s'aimait, c'est ça le drame, parce qu'on s'aimait. J'étais sûre qu'il m'aimait d'une façon. Alors bon, mais c'est tout. Moi je me suis dit je vais pas continuer une relation comme ça. Je l'ai pris sur moi malgré tout et j'ai arrêté. Oui. Et puis figurez-vous que 3-4 jours avant Noël,
je reçois un texto en me disant tu vas recevoir, est-ce que tu as reçu un petit colis? Alors j'étais un peu surprise, un petit colis. Alors je lui ai renvoyé un texto comme quoi je lui ai dit non, j'ai rien reçu pour l'instant. Bon, attends-toi, tu vas recevoir un petit colis. Bon, effectivement, j'ai reçu un petit colissimo. Et dedans, il y avait une montre plaquée or, une belle montre. Alors j'ai été surprise et puis il y avait un petit mot dedans, dans l'espoir de te revoir. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais ressortir avec? Est-ce que tout ça? Je comprenais pas. Donc, parce que j'avais organisé des vacances le 2 janvier, donc je lui ai fait part, je l'ai bien entendu appelé au téléphone, je l'ai remercié. Je l'ai remercié de ce geste, mais j'avoue, je lui disais, mais je comprends pas, pourquoi tu m'envoies un colis, cette montre, et en réalité, tu veux pas me revoir? Et il me dit, si, je veux te revoir. Bon, c'est tout. Donc j'ai dit, écoute, je pars en voyage le 2, quand je reviens, on essaiera de se revoir. Et c'est ce qui s'est fait. J'ai donc revu ce monsieur, mais en le revoyant, j'ai bien vu qu'il m'aimait. J'ai bien vu dans tout ce qu'il me disait, dans toutes les conversations et tout. Et d'un seul coup, il me dit, écoute, moi ce que je veux, c'est une femme qui puisse être avec moi tous les jours. Qui puisse également, si tu veux travailler avec moi, je voudrais que tu travailles avec moi. Alors, je lui ai dit, écoute, déjà, moi, j'ai une maison j'ai une maison à 50 km de chez lui. Moi, il n'est pas question que je quitte ma maison. Hein. Lui, il est en location. Et je dis, moi, si c'est pour recommencer une vie, moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, tu reprends un appartement. Et on choisit un appartement et on va vivre ensemble. Alors, et ça a été quand même très, très difficile pour lui. Qu'il accepte ce point de vue. Oui, de redémarrer dans un nouveau lieu qui vous est commun. Oui, j'ai l'impression que ça, c'est très difficile. Et moi, je ne me plairais pas chez lui. C'est une maison auquel je ne m'y plairais pas. Je me sens pas bien. Oui, écoutez, c'est important alors. Hein. Alors, je me disais... Bon, oui, puis après tout, c'est à vous de changer tous vos repères. Oui, c'est-à-dire que tous les deux, on reparte... non, mais d'après ce qu'il vous demande. Oui. C'est à vous d'aller vous installer chez lui, de travailler avec lui. Mais ça, je ne l'ai pas refusé. Hein. Mais c'est ce qu'il faisait auparavant dans le couple qu'il formait. Enfin, au départ, il avait une femme qui travaillait avec lui. Non, elle ne travaillait pas avec lui. Elle était professeure. Mais pourquoi cette demande alors de venir travailler avec lui? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il me veut à ses côtés. Bah oui, parce que c'est vraiment ça, c'est du 24/24 là. Alors, mais moi, déjà, vous savez, je me sors de ça parce que quand j'ai divorcé, je travaillais avec mon mari. Moi, j'ai travaillé 34 ans avec mon ex-mari et pour moi, il n'est pas question de retravailler avec un mari. De vous replonger dans ce type de relation. Voilà, exactement. Alors, j'essaye de lui faire comprendre cela. Lui, parce c'est un patron aussi. Il dirige sa boîte aussi. Et je ne veux pas du tout me retrouver dans cet engrenage. Surtout pas. On rentre chez soi, on discute du métier qu'on fait tous les deux, c'est le même. Et ça, il n'en est pas question. Pour moi, il n'en est pas question. Moi, j'ai un autre métier. Mais écoutez, en plus, vous avez une activité professionnelle, vous. Oui. Alors, donc vous n'allez pas... Qui n'est pas du tout la même. Qui vous plaît? Qui me plaît beaucoup et il le sait. Mais si vous voulez, à l'intérieur de lui-même, il est un peu bourgeois. Et c'est ça qui le rebute un peu. Voilà. C'est-à-dire ? Eh ben, si vous voulez, lui, il est d'un milieu, il a été élevé dans un milieu de bourgeoisie, auquel la fortune qu'il a, il ne l'a plus. Mais il a gardé, si vous voulez, si vous voulez, une façon de vivre un peu bourgeois. Moi, j'y suis pas du tout, mais moi, j'ai acquis, si vous voulez,
beaucoup de bien de mon côté, si vous voulez. Mais moi, je suis pas née dans la bourgeoisie. Voilà, le problème, il est là. Et Mais c'est lui, pas un mode de vie très bourgeois de vouloir que vous travailliez avec lui, parce que finalement. Oui, mais moi, je ne veux pas travailler avec lui. Ah non, mais ça, ça j'ai bien compris, Marie, que vous n'en aviez aucune intention. Mais je veux dire, ça, c'est pas très bourgeois. En revanche, il pourrait vouloir ne pas vouloir que vous travailliez ou. Mais. Ah oui, ça, oui, il aimerait que je ne travaille plus. Mais moi, je ne peux pas concevoir ma vie sans travailler. J'ai toujours travaillé. Oui, mais pourquoi vous imposez comme ça ces choix? Enfin, il ne vous les impose pas pour le moment. Il vous dit ce qu'il aimerait. Voilà, il me dit ce qu'il aimerait. Voilà. Mais justement, mais depuis qu'on s'est revus très gentiment, parce que je ne veux pas brusquer les choses. On s'est revus, mais maintenant, alors là, depuis une semaine, vous voyez, j'ai envoyé un petit peu des textos, à savoir, bon, j'ai été un petit peu malade, j'étais un peu patraque il y a pas longtemps. Il me téléphonait en me disant, est-ce que ça va, fais ci, fais ça, etc. Et puis, voyez-vous, cette semaine, j'ai envoyé des textos. Eh bien, plus rien. Actuellement, il m'a pas répondu à mes textos. À aucun. À aucun texto, et je suis là à attendre qu'il m'appelle, etc. Après cette discussion que vous avez eue, où il a émis ses attentes. Voilà, oui. Et où finalement, suite à cet échange, vous envoyez des textos. Mais quel genre vous ne faites pas référence à cette discussion? Non. Oui, des textos où vous dites que vous pensez à lui ou. Enfin... Oui, voilà. J'ai voulu aller au cinéma il y a une semaine. Je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, est-ce que tu veux venir avec moi? Alors il m'a dit, oui, je t'attends. Bon, c'est tout. Et donc on a été au cinéma tous les deux. Mm-hmm. Et puis moi, comme je travaillais de bonne heure, on s'est quittés le soir. On a été boire un petit coup dans un troquet. Et puis on est rentrés sagement tous les deux, de chacun de son côté. Et puis voilà. Puis depuis, il répond pas à mes textos. Voilà. Alors, je ne sais Ça plus. fait combien de temps, là qu'il ne répond pas? Ça fait depuis une semaine. Oui, c'est même pas très... pas très poli. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je comprends pas. Je sais même pas pourquoi. Je comprends pas. Lui, ça fait 8 ans qu'il est tout seul. Il a jamais... Il est quand même assez... Alors, la semaine dernière, il m'a... Instable Quand on s'est vu la semaine dernière, il m'a avoué, parce que quand on fait partie d'une agence matrimoniale, on paye pour un an. Lui, c'est la deuxième fois qu'il va dans une agence matrimoniale. Bien sûr, il n'a pas été dans la même. Oui. Il m'a avoué que c'était la deuxième fois. Et c'était... Je suis la première femme auquel il est tombé amoureux et auquel il tient. Parce qu'il tient à moi. Ça vous n'en doutez pas. D'ailleurs, il ne vous aurait pas recontacté comme ça après cette rupture. Oui. Il a quel âge cet homme, Marie? Il a 3 ans de plus que moi. Il a 62 ans. Il aura 62 ans la semaine prochaine. Même. 62 ans. Oui. Mais je sais pas, c'est un peu paradoxal parce qu'au départ il vous dit j'ai peur, il avait peur et puis en même temps il a quand même une idée très précise de ce qu'il veut. Oui. Là, quand il, je ne sais pas si c'est parce que vous lui avez posé la question ou si c'est parce qu'il a réfléchi et finalement il a eu peur de vous perdre et là il se jette à l'eau et il vous dit carrément ce qu'il attend de cette relation, ce qui après tout, ça vous permet de vous positionner, vous. Oui. Mais il dit qu'il a peur, mais au fond c'est plutôt, il avait peut-être peur au fond parce qu'il sentait qu'il tenait à vous, que cette relation pouvait être importante. Mais c'est curieux parce qu'à la fois il fait un pas en avant et puis 3 pas en arrière. Je trouve que ça rejoint un petit peu ces premières fois où il interrompait la relation en vous disant j'ai peur. Eh bien là aussi vous ne comprenez pas, mais finalement vous avez une discussion. Bon, vous lui dites vous que le mode de vie qu'il vous propose ne vous correspond pas tout à fait, mais ça ne vous empêche pas de vous revoir, d'aller au cinéma, de passer une soirée agréable, et puis plus de nouvelles. Oui. Et ça, je trouve ça embêtant, quelqu'un qui réagit de la façon suivante. Vous voyez, qui vous laisse, et je trouve qu'il tient pas tellement compte de vous et de ce que vous pouvez ressentir.
Parce qu'à la fois, oui, d'accord, il tient à vous, certes, mais je trouve qu'en revanche, il ne tient pas bien compte de ce que vous pouvez ressentir et de ce que et du fait que c'est pas facile à vivre ces silences. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je commence à en avoir un peu marre. Je comprends. Il y a de quoi ? Parce que disparaître comme ça dans la nature, revenir, enfin, Oui. c'est pas délicat, je trouve. Il agit beaucoup vis-à-vis de lui. Enfin, il agit de façon un peu égocentrique, je trouve. Un peu, oui. Oui. Oui, parce que j'ai l'impression je sais pas, déjà, bon, je vais vous dire, si vous voulez, sexuellement, il n'est pas au top. Il n'est pas au top parce que, bon, il a des problèmes. Oui. Et... Quel genre de problème ? D'érection ? Comment ? D'érection ? Il en a pas vraiment. Justement, le problème, il est là. Il se sent plus homme, si vous voulez, en quelque sorte. Mais moi, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ça dans la vie. C'est ça, parce que il a un côté quand même très très gentil. Il est très câlin. Il est très... mais il manque, oui, quelque chose, justement. Bah oui, forcément. Mais il n'en a pas du tout. Non, pour l'instant, non. Mais... Et bon, alors c'est évidemment compliqué, peut-être pour lui, mais d'en parler, il doit pas se sentir à l'aise par rapport à vous. Mais est-ce qu'il a vu un médecin par rapport à ça quand même, j'ai l'impression qu'il ne veut pas y aller. Oui, c'est dommage parce que il pourrait peut-être voir ce qu'il en est et avoir un petit, déjà savoir à quoi c'est dû. Peut-être que s'il n'a pas fait l'amour depuis un moment, ça peut aussi s'expliquer. Peut-être que vous l'impressionnez beaucoup, qu'il est intimidé. Non, c'est pas ça. Non, vous n'en savez rien. Tout, non. Ah, vous n'en savez rien, Marie. Si vous lui faites beaucoup d'effets, ça peut avoir l'effet inverse, et du coup. Mais je crois que c'était pour ça qu'il était resté tout seul quand même, parce que justement il avait déjà des problèmes comme ça. Et le fait de ne pas avoir eu de relation intime, si vous voulez, depuis des années. Bon, c'est vrai que ma venue l'a bouleversé. Je comprends, ça je l'ai vu. Je m'en suis aperçue que mon contact, si vous voulez, vis-à-vis de lui, le rend. C'est vrai qu'il n'avait pas connu ça depuis des années, si vous voulez, en quelque sorte. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vu, moi. Je l'ai ressenti, c'est vrai. Puis moi, je parle facilement, il le sait. Mais justement, en moi-même, je me suis dit un jour ou l'autre, ça reviendra. C'est ce que j'espérais et je pense que ça reviendra. Moi, je pense, pour moi, ça reviendra. Donc, mais c'était même pas, vous voyez, pour moi, oui, puisque vous m'en parlez, ce n'est pas l'aspect que vous avez mis en avant immédiatement. Non, du tout. Voilà. Non, c'est plus la relation compliquée où finalement, après, il est dans la fuite. Voilà. Il est dans l'évitement. Oui, c'est ça qui me gêne le plus. C'est embêtant, oui, parce que je trouve que même si ce n'est pas dans les mêmes circonstances, à un moment, il vous impose soit la rupture, soit le silence. Oui, parce que... il n'élabore pas, il ne développe pas, il ne vous dit pas pourquoi. Parce et je trouve au départ, quand on s'est connus, ça faisait un mois, en septembre, il voulait absolument que j'aille travailler avec lui. Alors, déjà, au départ, ça a été ça, surtout le travail. Alors, j'ai dit non. Je dis, moi, j'ai mon métier, j'aime ce que je fais. Moi, je travaille dans la santé. Je suis ambulancière, pour tout vous dire. J'aime ce que je fais. Et il n'est pas question que je quitte ce que je fais. J'adore mon métier. Et pour lui, si vous voulez, c'est pas valorisant, ce métier, voyez-vous. Ça, c'est incroyable de me répondre ça. C'est ce qu'il vous a dit, texto. Oui. Pour lui, c'est pas valorisant. Il n'aurait jamais osé dire à quelqu'un, par exemple, il rencontre un ami, parce que bon, comme je vous dis, il a un petit côté bourgeois. Vous voyez, il n'aurait pas osé me dire, je vous présente Marie, elle est ambulancière. Eh ben ça, il n'aurait pas osé le dire, voyez-vous. Oh, mais ça, c'est un a priori effectivement de classe. Vous auriez été, je sais pas moi, avocate, ou ça lui aurait pas posé problème, par exemple. Voilà. Oui.
Vous voyez, ça c'était... Et c'est plus valorisant d'être la femme d'eux qui travaille avec... voilà, alors, qui... c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais attends, à ce moment-là, t'as qu'à dire que je vis de mes rentes. Oui, est-ce que c'est plus... Voilà. Heureusement que vous ne manquez pas d'humour. Oui, Ouais. c'est ce que j'ai dit ça. Ça m'avait vexé, si vous voulez. Oui, je comprends. Il y a de quoi. Ça m'avait vexé. Il y a de quoi, Alors, mais parce que pourquoi enfin, je trouve que il a alors certainement c'est le fruit d'une éducation, mais je trouve que une éducation quand même, à un moment, on peut évoluer, un peu s'en défaire, s'en écarter, en fréquentant d'autres personnes. Oui. Moi, c'est ce qui m'ennuie, c'est déjà ce qu'il veut. Lui. Ce qu'il veut lui, c'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez égocentrique dans ce fonctionnement, où je trouve qu'il tient pas tellement compte de vous, finalement. Vous pensez ? Il y a quelque chose qui me gêne un peu dans le fait déjà de s'échapper comme ça, ces silences qu'il vous impose. Il se soucie pas de ce que vous pouvez ressentir, au fond. Oui, c'est vrai. Pourtant, je lui ai dit ce que je ressentais quand même, moi. Oui, non, mais d'accord, mais vous avez bien fait d'ailleurs, Marie, de lui dire. Oui. Mais vous passez une soirée, tout va bien, et puis après, pendant une semaine, pas de nouvelles, enfin. Voilà. Oui. Écoutez, ça se fait pas. Oui. Je suis désolée, ça ne se fait pas. Oui. Pour un monsieur, justement, qui a une éducation bourgeoise, il y a quand même aussi une question de délicatesse et de politesse, en plus. Oui, c'est ce que Alors, du coup, je suis dans une impasse, et puis j'ai envie d'arrêter complètement. Parce que je me suis dit, c'est dommage. Et en plus de vouloir vous proposer, alors il vous parle de ce qu'il aimerait lui, mais on a l'impression que quand même dans la mesure où vous lui avez dit que c'était pas le mode de relation que vous envisagiez avec lui, vous voyez, il prend un peu, il n'accepte pas au fond que vous ne soyez pas en accord avec lui sur ce plan-là. Or, quand même, ce qu'il vous demande est tout sauf anodin. C'est, alors que vous avez une activité professionnelle dans laquelle vous vous épanouissez, c'est de venir travailler avec lui. Or, venir travailler avec lui, c'est être complètement dépendante de lui. De lui, oui. Et je recommencerai un engrenage que j'ai eu, justement, c'est tout sauf neutre. Justement. Alors vous venez de le rencontrer il y a quelques mois et je trouve qu'il ne vous accepte pas tel que vous êtes. Non, voilà, exactement. Et ça, c'est toujours gênant. Oui, ça me gêne énormément. Justement. Parce qu'il y a quand même derrière cette idée un peu de façonner, de mettre sa marque, son empreinte, un peu d'emprise, je trouve. Oui. Alors il y a Alain, lui, qui réagit sur le plan effectivement de la difficulté sexuelle, qui dit vous pouvez l'aider en l'accompagnant chez l'urologue, votre amour l'aidera à se rassurer, des solutions existent, je peux en témoigner, dit Alain. Ça c'est certainement, mais effectivement comme vous dites, c'est qu'un aspect de la relation et c'est pas celui qui vous préoccupe le plus. Bon, même si j'ai envie de dire ça vient quand même en plus se rajouter. Hein. Oui. Ce qui en plus je trouve que ça fait beaucoup. Valérie nous envoie un mail pour dire il se comporte avec vous comme avec son entreprise. Vous êtes une chose acquise mais ne vous laissez pas faire. Il est d'une autre génération. Allez de l'avant parce qu'en plus vous avez la pêche. Dit Valérie. Oui, on sent que vous manquez pas vous de répondants. Mélusine dit ce monsieur. Ça doit lui plaire quand même. Mais je pense qu'en même temps il doit être attiré par ça et en même temps vous certainement que ça doit lui plaire, mais le fait vous résistez et je pense que c'est là où vous êtes quand même. Je suis pas sûre que ça soit très compatible. Mélusine dit ce monsieur veut tout, l'amour, mais il veut aussi une partenaire dans son travail. Nelly dit Marie, vous avez peut-être évité le pire en vous éloignant de cet homme. Attention au miroir aux alouettes. Il y a Anne de Montpellier qui dit rapport de force et jeu de pouvoir, faites attention. Et puis il y a la Luciole qui dit au moment où ce devrait être l'euphorie, c'est vrai finalement après cette rencontre, ce coup de foudre, elle dit ce monsieur semble distant et très compliqué. Qu'est-ce que ce sera dans quelques années elle le trouve un peu tyrannique. Oui. Alors le mot, je sais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses pas claires, moi. Donc après tout, s'il s'éloigne, moi je pense laissez-le s'éloigner. Hein. Oui.
Parce qu'au fond, vous avez eu un coup de foudre, bon, certes, sur l'homme, Oui, je pense mais c'est celui que vous découvrez derrière Oui. est Oui, pas facile. Hein. Non, pas facile, c'est vrai. Pas facile et Non, assez fuyant dès qu'il y a quelque chose. Enfin, Voilà. dès que ça va pas dans son sens, j'ai envie Oui. de dire. Voilà. Oui, bon, mais en fin de compte, ce que vous avez jugé, c'est ce que j'avais dans ma tête. Hein, Oui, vous, on vous sent on vous sent forte, vous savez ce que vous voulez. Oui. Oui. Donc, à mon avis, il y aurait des clashs au quotidien. Enfin, d'abord parce que vous n'avez pas la même vision du couple, et puis, comme vous dites, c'est ce que vous avez fui. Vous ne voulez pas retomber dans le même type de relation. Vous n'avez pas envie qu'on vous impose. Non. Surtout pas. Surtout pas. Non, j'entends bien. Donc, bon. Bon, mais d'accord. Ça me fait plaisir, enfin, d'avoir un jugement d'une personne comme vous pour prendre une décision. C'est surtout ça ce que je voulais ce soir. Il y a Marinette aussi qui dit finalement cet homme doit vous aimer tout entière, tel que vous êtes, alors qu'il cherche seulement à prendre ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Alors Alain lui revient sur la sexualité, qui dit un homme qui n'a pas confiance en sa sexualité peut fuir une relation même s'il aime. C'est typique d'un homme qui cherche à être rassuré. Oui, mais pour autant, est-ce que vous êtes ambulancière, Marie, mais ça ne veut pas dire que vous devez, vous occuper en plus de tous les blessés de la vie ou je ne sais pas. Hein, voyez. Vous le faites dans votre métier, hein. Non, puis moi je trouve qu'un homme ne doit pas avoir honte. Enfin, c'est oui, surtout qu'en plus vous êtes très compréhensif par rapport à ça. Ah oui, moi je trouve que c'est un métier que j'aime et d'avoir honte de dire que je suis ambulancière, ça c'est non, mais enfin franchement... Oui, ça c'est une chose qui m'a blessée énormément. Il y a de quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mince. Il y a de quoi. Ah oui, ça m'a... Oui, ça sont un peu des a priori... Enfin, c'est même pas un peu, ce sont des a priori... Oui, non, il doit vous aimer tel que vous êtes. Hein. Surtout que, vous avez de la personnalité et c'est ce qui lui a plu aussi, entre autres choses. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui lui a plu énormément, c'est vrai. Mais peut-être trop pour lui, je pense. Voilà. Aussi. Oui. Merci en tout cas, Marie. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bébé Brune, Lala, love you. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Très heureuse de vous entendre. Et moi aussi. Écoutez, je ne sais pas trop par quoi commencer parce que la vie est tellement compliquée et difficile. Donc je vais essayer de démarrer dès le début de mes problèmes, mes problèmes, non. Parce que j'ai été quand même, je suis née dans un milieu aisé, j'ai été très gâtée quand j'étais enfant, jeune fille, un père qui avait une très bonne situation, une maman qui n'a jamais travaillé, enfin toujours des vacances, toujours habité des belles maisons, mais grâce au travail de mon père, hein. Mais qui était très 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 sévère, et moi qui avais un petit peu l'esprit rebelle, ça me chagrinait quand même de temps en temps, et j'avais des conflits à ce sujet avec lui. Donc il y a 17 ans, j'ai rencontré un garçon qui avait 20 ans, et j'en suis tombée très très amoureuse, lui aussi. Oui. Nous nous sommes fréquentés pendant longtemps. D'abord en cachette parce qu'il y avait de sa part à lui un gros problème, c'est qu'il était de religion protestante et d'une branche du protestantisme très 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 dure. Hein. Donc ses parents ne voulaient absolument pas qu'il fréquente des jeunes qui n'étaient pas comme lui. Et puis vous étiez catholique ? Comment ? Vous étiez catholique ? Moi j'étais catholique, mais enfin catholique, si vous voulez, pas du tout pratiquante, catholique de tradition familiale.
Donc c'était Alors, plus de son côté à lui oui. familial que ça a posé un problème. Ah oui, parce que c'était des gens très, très, très pratiquants. Et bon, après, quand je les ai connus, si vous voulez, j'ai vu des choses que je ne pensais pas possibles au XXe siècle, quoi. Hein. Et à l'époque, c'est vrai qu'on ne parlait pas encore de secte, puisque tout ça se passait dans la fin des années 60. Hein. Mais finalement, maintenant, après le recul, je me dis que c'était quand même une secte. Mais lui voulait quand même s'en échapper. Il était, voilà, hein, il était l'avant-dernier enfant d'une famille de 11 enfants. Et bon, comment ? Je dis 11 enfants, oui. Oui. Donc lui aussi avait un côté rebelle, un peu comme vous. Oui. Par rapport à sa famille, en tout cas, son milieu familial. Oui, voilà, par rapport à sa famille, au frère qui était avant lui, qui lui alors avait tout envoyé balader, hein, et qui s'était marié avec une fille pas catholique, pas protestante. Et donc ça avait fait vraiment le scandale dans la famille, mais il avait dit je m'en fiche, moi je veux plus de tout ça. Donc si vous voulez, mon mari, enfin oui, celui qui allait le devenir, oui. Voilà, voulait un petit peu faire comme lui, et puis bon, en fréquentant des jeunes au lycée, à cette époque-là, la jeunesse évoluait beaucoup. Bon, il voulait s'en échapper. Et c'est vrai que bon, moi, quand je lui parlais de ce que je vivais chez moi, de ce qu'on se faisait avec mes parents et tout ça, et c'est vrai que ça lui plaisait énormément. Et quand mon père, s'est aperçu, parce que mon père me suivait, parce que bon, c'est vrai que quand j'étais jeune fille, moi, je plaisais aux garçons, j'avais beaucoup de succès, et mon père était très très à l'affût de tout ça parce qu'il fallait pas toucher à sa fille, il voyait le mal partout, hein. Donc mon père m'a suivi une fois en allant au lycée et il m'a vu avec ce garçon et il m'a dit écoute, si tu comptes le fréquenter, autant qu'il vienne à la maison parce que moi je veux pas te voir traîner comme ça dans les rues avec lui. Donc il est venu à la maison. Nous étions très amoureux parce que c'était un garçon très artiste, donc qui jouait de la musique, qui m'écrivait des poèmes, qui dessinait, qui peignait très bien, qui était d'une gentillesse et d'une attention. Donc si vous voulez, j'étais éblouie, quoi. Hein. Par ça me rendait vraiment très 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 heureuse. Et il s'est très très bien intégré dans ma famille. Mes parents l'ont vite adopté. Il se sentait très bien dans la famille. Et puis tout allait bien. Il aimait tout ce qu'on faisait. Mes parents avaient l'habitude de recevoir beaucoup, la famille, les amis. Alors que chez lui, c'était pas ça. Hein. Son père lisait la Bible toute la journée. Bon, il travaillait quand même. Oui, mais c'est vrai. C'était vraiment la rigueur à l'extrême, la protestante. Oui, absolument. Il n'y avait pas de radio chez eux, il n'y avait pas de télé. Ah oui, oh là là, oui. Ah oui. Vous savez, les femmes étaient habillées d'une façon intemporelle, hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'on était, en les voyant, en 1945. On était chez les Amish, là, on n'était pas chez les protestants. Là. Non, c'était pas chez les Amish, mais bon, ça n'était pas loin. Ouais. Toujours est-il qu'il en a parlé à ses parents, et ses parents, bien sûr, n'ont rien voulu savoir. Donc après un an de fréquentation assidue, il me dit un jour, écoute, il y en a assez, moi je viens chez tes parents, je suis reçue très bien chez tes parents, il y en a assez cet après-midi, on va chez les miens. Alors, il dit, on verra bien, on va les prendre comme ça. Bon.
Vous avez Donc, sorti des tenues des années 40. Donc, Dans les années 60, c'était pas évident, hein, parce que les tenues des années 60, c'était pas... Absolument. C'était pas ça. Ouais. Donc on y va, et évidemment, quand la maman m'a vue, elle a refusé catégoriquement de me recevoir. Hein. Elle m'a mis à la porte. Donc, après des péripéties de toutes sortes, on a tenu bon, parce que on tenait quand même l'un à l'autre. Mes parents étaient très 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 fâchés de cette situation, parce que ils me disaient écoute, tu as tout pour plaire à tout le monde, tu es belle, tu es intelligente, enfin surtout mon papa qui était toujours en admiration devant moi. Oui. Donc ça nous fait vraiment mal au cœur de voir qu'on te traite comme ça. Donc à force d'insistance, finalement, je suis allée dans la belle famille, mais alors je n'ai jamais été vraiment acceptée. Bon, enfin bref. Donc on s'est connus, j'avais pas encore 18 ans et lui il en avait 21, donc il n'avait pas fini ses études, il est parti à Paris faire ses études, il est parti faire son service militaire, et moi comme une... je l'attendais alors que j'ai été sollicitée de partout. Bon, si vous voulez, mais non, je l'attends. Vous étiez amoureuse? Oui, bien sûr, très, très amoureuse. Et donc, écoutez, on a fini par se marier. Mais évidemment, obligation de se marier au temple protestant. Moi, personnellement, ça ne me gênait pas du tout, parce que j'étais catholique, je vous dis, pas pratiquante, donc de me marier à l'église ou de me marier au temple protestant, je ne voyais pas grande différence. Mais mes parents, l'ont très mal pris aussi. On s'est mariés, fou de bonheur, fou de joie. Mes parents m'ont offert un mariage magnifique, parce qu'il est évident que la famille de mon mari ne voulait participer à rien. Nous nous sommes mariés au mois de janvier, et au mois de juin, puisque quand nous nous sommes mariés, son papa était déjà, on lui avait découvert un cancer au poumon, qui, à l'époque aussi, on ne soignait pas comme maintenant, donc qui était vraiment en phase pratiquement finale. Donc on s'est mariés au mois de janvier, et au mois de juin, son papa décédé. Au mois de juin, et sa maman au mois d'août. Donc vous voyez, à 2 mois d'intervalle, ses parents sont décédés. Bon, bien sûr, grand choc, tout ça, mais mes parents lui ont dit, écoute, maintenant c'est nous tes parents. Enfin bon, tout s'est bien passé, on était heureux, on avait du travail, surtout qu'il avait une bonne situation. À l'époque, il était architecte paysagiste. Moi j'avais un bon travail aussi. On a eu 2 enfants. Et puis, à l'époque, au bout de 4-5 ans, la boîte où il était, il me dit, tu sais, je sens que je végète, là, il faut que j'aille ailleurs, je vais chercher autre chose. Alors moi, oui, absolument. Moi, j'avais toujours vu mon père évoluer dans sa situation professionnelle, et moi, mon exemple de mari, c'était mon père, Donc un homme qui travaillait beaucoup, qui tenait la maison, qui dirigeait la maison. Et moi, je voulais un mari comme ça. Tu te marieras, tu ne travailleras pas, tu recevras, comme j'avais vécu chez mes parents. Donc, dès que j'ai eu mes enfants, bien sûr, je me suis arrêtée de travailler. Et il a trouvé
un travail à Brest, donc à 900 kilomètres de l'endroit où nous étions. Mais bon, on n'a pas hésité, on est parti. On est parti sans hésitation. Moi, du moment que j'avais mon mari et mes enfants, je pouvais aller n'importe où. Mes parents ne manquaient pas. Bon. On a passé une année merveilleuse. Je crois que c'est... Nicole, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Oui, oui. Parce que j'ai votre mail sous les yeux. Donc, donc je vais vous demander peut-être de pas trop rentrer dans les détails parce que je sais que j'ai votre mail sous les yeux et je sais que vous avez beaucoup de choses. Donc, j'ai peur que vous soyez après un peu frustré de ne pas avoir pu tout nous dire. Donc, si vous perdez trop dans des choses, finalement, vous n'allez pas arriver à ce qui vous préoccupe ce soir et ce qui vous amène à vouloir me parler. Je comprends, mais bon, j'ai un tel besoin de parler. Mais en même temps, vous savez, c'est quand même une émission de radio. Donc, Voilà. Donc, écoutez, après ce passage en Bretagne, on est revenu dans la région. Et là, les choses se sont dégradées. Il était au chômage. Il s'est mis à boire. C'était plus le garçon que j'avais connu. Donc, moi, je n'en pouvais plus. J'ai demandé le divorce parce que des dettes, des choses que je ne supportais pas, que je ne pouvais pas supporter. Je me suis dit, j'ai 30 ans, je ne peux pas vivre comme ça éternellement. Donc, nous avons divorcé. Pendant un an, après notre divorce, plus de nouvelles. Il n'a jamais vu nos enfants, pas de pension alimentaire parce qu'il n'était pas solvable. Bref. Donc moi j'avais tiré un trait et puis 14 mois après notre divorce, il s'est suicidé. Donc à 50 mètres de chez mes parents, à la campagne. Donc grand choc aussi, évidemment. Il avait quel âge à ce moment-là ? Et il avait 35 ans. 35 ans, oui, très jeune. Ouais. Vous dites qu'il s'était mis à boire, qu'il était... Oui. Et donc, si vous voulez, il avait été au chômage, donc moi, j'avais été obligée de me remettre à travailler. Et c'est vrai qu'en voyant les autres autour de moi, je me suis dit, mais c'est vrai que la vie qu'on menait, c'était pas vraiment la vie, quoi. Je voyais les autres profiter, sortir, tout ça. Bref. Donc ce divorce m'a un peu soulagée. Oui, mais je comprends. Oui, ça m'a Bien soulagée. Sûr. Oui. Et comme mes enfants ne l'avais pas revu depuis notre séparation. Mes enfants étaient quand même petits. Mon fils avait 8 ans et ma fille 5 ans. C'est passé comme ça. Je leur ai dit que leur papa avait eu un accident. Parce que j'ai pas pu leur dire qu'il s'était suicidé. Puis je me disais, ils comprendront pas, ils sont trop petits. C'est passé comme ça. Donc j'ai élevé mes enfants, tout s'est très bien passé, j'avais des enfants formidables. Et puis je me suis retrouvée un peu jeune fille, si vous voulez, la jeunesse que je n'avais pas eue avant. Je suis restée 5 ans toute seule, avec des aventures, mais ma vie me convenait très bien, j'étais bien. J'avais un bon job, j'étais bien. Et puis j'ai rencontré un autre garçon 5 ans après et ça a été le coup de foudre. Et un garçon aussi qui m'a ébloui par sa joie de vivre, par son comportement. Il me faisait rire, il me sortait, il me faisait toujours des surprises. Si bien qu'on s'est installé après 2 ans, on s'est installés ensemble. Tout allait très bien. On a acheté un superbe appartement. Il voulait un enfant parce que il en avait pas. Il avait quand même 9 ans de moins que moi. Donc moi, au départ, ça me choquait, mais finalement, non, ça n'a pas posé de problème.
Et j'ai eu un troisième enfant à presque 39 ans. Et au bout de 10 ans de vie commune, un soir, je vois les gendarmes à la maison qui me disent, écoutez, on n'était pas mariés, parce qu'ils voulaient absolument pas se marier. Les gendarmes arrivent à la maison en me disant, écoutez, on a trouvé votre mari blessé, tout ça, Donc, tentative de suicide. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête parce que c'était vraiment un homme qui n'avait aucun signe de quelqu'un de dépressif, contrairement à mon mari. C'était quelqu'un qui plaisantait toujours, qui voulait toujours tout gérer, qui voulait tout assumer. Oui, vous n'aviez rien remarqué chez lui les derniers temps d'un mal-être, d'une souffrance? Parce qu'il était, si vous voulez, il était autodidacte, il avait arrêté ses études très tôt, mais il était très ambitieux, il était très bosseur. Et il était arrivé à avoir une très bonne situation. Et alors, beaucoup de surmenage par son travail. Oui, quand même. Donc, il y avait un contexte. Voilà, je m'apercevais. Il y avait un contexte difficile. Oui, je m'apercevais qu'il dormait plus, qu'il mangeait moins. Il traversait une phase difficile. Voilà. Mais quand je lui en parlais, mais non, mais t'inquiète pas, non, ça va très bien. Alors quand vous dites une fois, 2 fois, 3 fois les choses, et puis quand vous écoute pas, je laisse tomber. Oui, ce qui est difficile pour vous, parce que là c'était une tentative, mais cet homme s'est finalement suicidé en 2006. Voilà. Mais c'est ce qui vous fait beaucoup douter, et finalement vous disiez dans votre mail perdre toute estime de vous-même. Ah oui. Alors oui, et puis alors, si vous voulez, depuis... déjà, j'avais culpabilisé la première fois, j'ai encore plus culpabilisé. J'étais très, très, très amoureuse de cet homme. Oui. Et ce qui m'a... Oui, vous avez vécu en même temps de très belles et de très fortes histoires d'amour, Nicole. Plus maintenant, la deuxième que la première. Maintenant, vous dites... on sent à quel point vous avez besoin de mettre un peu à plat votre histoire, de revenir sur ces éléments de vie. D'abord, je pense que c'est important parce que si vous êtes psychologiquement actuellement dans une période de votre vie comme ça difficile, douloureuse, où vous vous sentez mal, désastreux, je pense qu'il est important que vous ayez un soutien, que vous repreniez le fil de votre histoire dans le cadre d'une thérapie pour retrouver confiance en vous et pour comprendre surtout que même s'il y a effectivement ces 2 hommes que vous avez aimés se sont donné la mort, il y a cette collusion tragique de dire... Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Vous ne m'entendez plus, Nicole? Allô? Allô? On vous entend, Nicole, on n'a touché à rien. Qu'est-ce qui se passe? Nicole, vous êtes avec nous? Allô? Est-ce que vous êtes là? Bon, elle n'est plus là, Nicole. On va essayer de la rappeler. Même si il y a dans cette collusion, on va essayer de rappeler Nicole, on va passer un petit peu de musique. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Charlotte Gainsbourg, Even Can Wait. Bon, on a un souci avec le téléphone de Nicole. Je ne sais pas ce qui se passe avec son téléphone. Ce que je voulais lui dire, c'est qu'il était important qu'elle fasse un travail, qu'elle voit quelqu'un pour parler de son histoire, d'elle, parce qu'on sent à quel point c'est important pour elle de parler et de comprendre qu'elle n'est pas responsable de la mort de ces hommes, que
c'est lié à leur histoire, à ce qui s'est passé dans leur première relation, que le présent souvent ne sert que de détonateur dans un suicide, ce qui s'est joué dans le passé, et que peut-être un élément aussi quand même, quand elle disait que ce père très sévère, elle en avait souffert, peut-être qu'elle a choisi entre guillemets des hommes plus sensibles, peut-être plus sensibles, peut-être avec une certaine fragilité au fond, et tout ça pour dire que évidemment, même s'il y a collusion comme ça, deux hommes aimés qui se sont suicidés, elle n'en est pas responsable et que c'est lié à leur problématique, à leur vie, et qu'ils avaient déjà une vie et une personnalité construite avant de rencontrer Nicole. Bonsoir Valérie. Valérie, vous êtes là ? Oui, bonsoir Madame Caroline Dublanche. Bonsoir. On va se parler, j'allais dire quelques instants avant le journal de minuit, parce que vous vivez avec un homme, dites-vous, qui abuse de votre gentillesse. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Dans le sens. Oui, alors ça. vous allez pouvoir développer après le journal de minuit. Ne raccrochez pas. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. La nuit vous appartient sur Europe 1. Vous pouvez appeler le 39 21 pour témoigner de votre vie, pour réagir aussi aux propos que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez le faire par courriel. C'est ce qu'a fait Marie-Christine suite au témoignage de Nicole, où à un moment on a évoqué la religion protestante. Marie-Christine dit il faut arrêter avec le cliché des protestants rigides, rigoureux et coincés. Je suis protestante, nous dit Marie-Christine, je le revendique, je suis très joyeuse et libre. D'ailleurs, protestant, ça veut dire témoigner pour. Et vous pouvez également envoyer vos messages par SMS au 7 21 21. Code nuit. Juste avant le journal, nous avons entendu la voix de Valérie que nous retrouvons tout de suite. Valérie, c'est à vous. Valérie. Bonsoir Caroline. Rebonsoir. Donc je vous téléphone parce que je suis une femme assez gentille, oui. Et ça me pose des problèmes. Alors, à quel niveau ? Notamment parce actuellement, je vis avec un ami depuis 4 mois chez moi, donc. Oui. Et j'ai l'impression qu'il abuse de mon hospitalité. Mmh. Donc vous l'hébergez ? Oui. Oui. Et de quelle façon abuse-t-il ? De façon très difficile parce que en fait, comme je suis gentille, je lui paye pas mal de choses et après je me trouve un peu dans la difficulté. Par exemple ? Un peu beaucoup même. Comment ? Oui, par exemple par exemple, le 15 du mois, j'ai pu avoir trop d'argent, voilà. Donc après, ça devient difficile. Mais parce que c'est vous qui payez tout actuellement, la nourriture. Je paye pas tout, mais disons qu'il y a la moitié de ce que j'ai, donc oui, on partage juste les frais de nourriture. Et il n'a pas proposé de vous aider dans les frais de loyer ou d'électricité, rien. Mm-hmm. Vous n'en avez pas parlé avec lui ? Si, je lui dis régulièrement, mais j'ai l'impression que ça lui est égal complètement, quoi. Et dans quel contexte lui avez-vous proposé de l'héberger ? Écoutez, je le connais depuis 1994, donc on a une certaine amitié ensemble. Oui. Je connaissais sa maman, donc il s'est occupé jusqu'à la fin, donc ça m'a touchée. Oui. Je connaissais son frère aussi qui est décédé. Ça fait 16 ans qu'on se connaît, puisque j'habite dans une petite ville. Mm-hmm. Et puis là, il se trouve qu'on s'est rencontrés par hasard et qu'il est venu chez moi et que, comme on s'entend bien, on est restés ensemble. Mais il n'a pas de logement, donc, cet homme ? Disons qu'il n'a pas de logement à lui, alors il vit chez moi et chez une autre personne. En alternance ? En alternant, et tout à l'heure, je lui ai dit que je voulais prendre 3-4 jours pour moi, faire le point, et voilà. Et il m'a dit qu'il reviendrait plus. Mais
il y a toujours un prétexte pour revenir. Chercher ses affaires, il a oublié son chargeur, voilà. Donc il a quand même compris que ça devenait compliqué, voire un peu difficile pour vous, sa présence. Puisque quand il vous a dit « je ne reviendrai plus », même s'il revient pour chercher des affaires et autres, il semble commencer à comprendre que c'est difficile. Dans cette relation. C'est-à-dire peut-être que c'est à vous de clarifier plus précisément. Au fond, si sa présence vous pèse, vous pouvez lui dire, 4 mois, c'est déjà beaucoup. Il travaille ? Non. 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 Il cherche du travail ? Non, pas trop. Non. Il est blessé à l'épaule, donc il va se faire opérer, là, dans les mois à venir, peut-être. Des infiltrations. Mais après... Mais c'est vrai qu'il ne correspond pas à mon idéal d'homme. Alors, moi, comme je suis toute seule chez moi, ça me pèse aussi. Donc, j'ai pris ce mec sous mon aile, quoi, en fait. Mais c'est vrai que moi, ce qui me gêne le plus, c'est que quand il y a un problème, il n'est pas là. Et puis, alors il y a peut-être une confusion. Moi, je vois pas clair du tout. Et oui, il y a peut-être une confusion parce que vous me parlez d'un ami et puis là vous me dites il ne correspond pas à mon idéal d'homme. Vous me parlez de votre solitude. Alors peut-être qu'au départ vous vous êtes dit que sa présence allait un peu vous réconforter, combler un peu votre solitude. Et en même temps, vous dites c'est pas mon idéal d'homme et non, vous le considérez plus comme un ami, semble-t-il. Enfin, il ne se passe rien. Frère, oui. Non, il n'y a rien d'approfondi. Alors, et quand je me retrouve toute seule chez moi, on s'appelle, on se revoit. Enfin, c'est tout le temps pareil, quoi. Écoutez, je crois que justement, si vous voulez préserver votre amitié, il ne vaut peut-être mieux pas poursuivre cette cohabitation parce que ça risque de la mettre à mal, votre amitié. Parce que vous risquez vraiment de vous lasser, de vous fâcher finalement. Parce que vous allez accumuler des griefs contre lui, à force. Oui. Donc ça serait peut-être plus sain pour vous deux qu'il, après tout, dans la mesure où il a une autre possibilité puisqu'il est hébergé par une autre femme, qu'il soit chez cette autre femme à temps plein et comme ça vous pourriez continuer. Il revient fréquemment chez moi aussi sous un prétexte ou sous un autre. Mais après tout, Valérie, il peut revenir chez vous ponctuellement, mais pas pour y vivre. C'est entre hommes et femmes d'avoir une amitié, quoi. C'est quand même compliqué. Parce que on s'entend bien dans l'ensemble, mais voilà. Mais ce n'est pas votre amant. Non. Non. Donc ça reste quand même une amitié peut-être un peu amoureuse, mais ça reste platonique quand même, votre relation. Oui, tout à fait. Mais peut-être que justement, s'il venait chez vous, mais sans habiter chez vous, votre relation s'en trouverait pacifiée. Ah ouais. Vous vous sentiriez moins envahi et vous lui en voudriez moins. La relation reviendrait comme elle était, alors que je crains que s'il continue à vivre chez vous, ça s'envenime. Parce qu'au fond, sa présence vous pèse, vous lui en voulez un peu de vivre à vos crochets. Voilà. C'est ça. Donc je pense que il faut clarifier les choses en disant les choses le plus simplement. Vous êtes suffisamment proche pour lui dire voilà, on arrive là et je manque d'argent. On peut pas continuer comme ça. Voilà, dire je dispose pas de revenus très très conséquents. Oui, non, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi je suis plus ambitieuse qu'être avec un homme comme ça qui vient m'écrocher.
Oui, mais ça, c'est peut-être un peu blessant de lui dire comme ça. Si vous voulez le conserver comme ami, si vous lui dites comme ça, vous voyez, il risque. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu en colère contre lui. Si vous voulez le conserver comme ami, ça risque de le blesser. Il faut peut-être lui dire. Il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'il est insaisissable. Alors, moi, ça ne me met pas dans des... c'est pour ça que vous gagneriez autant à être très carré avec lui, Valérie. Et à dire, moi, ça devient compliqué. 4 mois, c'est déjà beaucoup, de l'avoir hébergé 4 mois. C'est pas 4 jours, c'est pas une semaine, c'est pas un mois. Et après tout... Si vous voulez, j'ai 3 problèmes dans mes relations. J'ai un problème de gentillesse, parce que je suis quelqu'un de gentil. Par rapport à la jalousie, je me débrouille mal, je me défends mal. Et par rapport au caprice aussi, parce qu'il est capricieux, donc je me débrouille mal aussi. Et je sais pas, j'arrive pas à me dépatouiller avec ça. Alors il y a Brigitte qui pose une question par SMS en demandant si vous éprouvez de l'attirance pour lui. Non. Non. Pas du tout. Donc ça devrait être plus simple. Ah oui. Mais je crois que c'est assez simple, il me plaît pas, et puis, mais ça m'empêche pas d'avoir une certaine amitié pour lui. Oui, mais justement, pour préserver votre amitié, il vaut mieux pas tout mélanger. Ouais. Et là, vous êtes en train de le prendre en charge. Et en trouvant, au fond, qu'il abuse. C'est-à-dire il vous en est pas forcément plus reconnaissant. C'est-à-dire qu'il se laisse complètement materner. Donc peut-être que ça l'amènera aussi à réagir et à lui se prendre un peu plus en charge. Voilà, prendre ses responsabilités d'homme. Exactement. Parce qu'il se laisse peut-être un peu trop... Il se repose sur moi et puis voilà, ça va 5 un minutes, peu trop. quoi. Alors vous pouvez l'aider en tant qu'ami à... Oui, mais peu, s'il vit ailleurs, ça se passera bien, quoi. Voilà, vous aurez plaisir à vous voir. Mais c'est vrai, quand on est 24 ensemble, à un moment donné, ça va pas. C'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est lourd à porter. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est préférable de prendre un petit peu de distance et comme ça vous pourrez rester amis. Alors que sinon votre relation va en souffrir. C'est pas une relation de qualité en fait. Mais je crois qu'il faut lui dire comme on le fait là. Je vais utiliser votre vocabulaire, alors je lui dis quoi? Mais vous lui dites que finalement c'est compliqué de vivre comme ça sous le même toit en permanence quand que vous vous sentez plus vraiment chez vous, enfin qu'au niveau de l'intimité c'est important d'avoir son intimité, de vous retrouver un peu et que au fond votre relation d'amitié en souffre un peu et que pour la préserver il serait préférable qu'il trouve une autre solution. Qui trouve une autre solution, oui. Et vous l'avez déjà sacrément dépanné, là. Hein oui. Tout à l'heure, je lui ai dit que je voulais rester 3-4 jours toute seule et faire le point. Et il m'a dit, alors je reviens plus. Dire oui, c'est préférable. Dire, dès que je lui dis non... Et oui, mais c'est là où vous êtes assez ambivalente. C'est-à-dire, là, il fallait saisir la perche, dire oui. Oui, ça serait préférable. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me retrouver et d'être seule chez moi. Parce que, comme vous dites, c'est pas votre amant. Donc, à moins d'avoir un grand chez vous, ce qui est peut-être le cas. Hein, non, pas du tout. Vous êtes dans un appartement ? Oui. Alors en plus dans un appartement, s'il n'est pas très grand, être partagé comme ça, une intimité avec un homme qui n'est pas votre amant, c'est compliqué. C'est compliqué, vous n'êtes plus chez vous. Donc ça, il peut le comprendre. Hein. Parce que régulièrement, il fait des caprices et il me dit je viens, je repars, je reviens. Voilà. Laissez-le repartir.
Voilà. Et dire on se verra comme on se voyait auparavant. On se verra à l'extérieur, voilà. Exactement. Comme on se voyait auparavant. Et vous verrez, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Parce que bon, un soir ça s'est mal passé et il a fallu que je le vire de chez moi, quoi. Comme dit Karima, dites-lui que s'il tient à votre amitié, il faut mettre de la distance et attention au chantage affectif. Voilà, il fait beaucoup de chantage affectif. Oui, mais ne vous laissez pas faire. Il est très fort là-dessus. Ne vous laissez pas faire. Ah je me laisse pas faire. Alors justement, comment il faut faire pour pallier au chantage affectif? Les caprices et le chantage affectif. Écoutez, en principe, les caprices sont les enfants qui en font, mais il y a des adultes qui continuent sur ce mode-là. Le chantage affectif, vous ne rentrez pas dans le jeu. Vous laissez faire, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas responsable de lui, de la vie de cet homme. C'est un homme, c'est aussi à lui de se prendre en charge. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas sa maman. Voilà. Donc, vous ne rentrez pas dans ce jeu-là. Alors, il est vrai qu'il n'a pas fait le deuil de sa mère. Oui, mais ça, c'est parti en 2002, je crois. 2001, je crois. Je sais plus exactement. C'est compliqué, mais c'est pas vous qui pourrez l'aider, qui êtes responsable de ça et qui pouvez l'aider. Il faut qu'il se fasse aider à ce moment-là. Et c'est vrai, ce qui me gêne par ailleurs. Il ne peut pas jouer là-dessus. C'est qu'il est collant. Même à l'extérieur, il va être collant, mais il me lâche pas d'une semelle. Bon. Il faut mettre un peu de distance, Valérie. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Christophe Mahé, Belle demoiselle. Allez, pour la petite demoiselle de Fabrice, cette petite fille qui, paraît-il, adore cette chanson, me disait-il. Alors, des réactions qui arrivent par SMS au 7 21 21, code de nuit. Quelqu'un qui, oiseau de nuit, dit: attention Valérie, j'ai connu cette situation en hébergeant une amie en détresse. Résultat, séparation et rancune. Marinette dit: face à un ami envahissant, un peu de fermeté et d'usage. De plus, elle vous permettra de rester en bonne relation amicale. Et la libellule bleue dit: je serai également incapable de mettre l'intrus dehors. Le chantage est difficile à supporter. Et pourtant, Prune dit: soyez claire avec vous-même, Valérie, et dites-lui que cette situation est devenue insupportable. Il y a Cédric également qui envoie un mail pour dire on n'héberge pas un pseudo-ami pendant 4 mois, d'autant plus que ce dernier semble se livrer à un certain chantage à l'amitié. Il n'a rien à faire chez elle, qu'il parte. Voilà. Il y a des partisans de la méthode douce et d'autres de la méthode plus radicale. Et on accueille Sylvaine. Bonsoir Sylvaine. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, bonsoir Caroline. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Mais non, il n'y a aucun souci. souci. Vous avez un gros rhume? Malheureusement, cette saison. Ah oui. Oui, je vous ai laissé un message il y a à peu près une semaine. Je voulais vous parler d'un sujet assez délicat. C'était par rapport à l'oubli d'un être cher qui a disparu. Oui. Par rapport à l'oubli de l'entourage. Et j'ai une grosse angoisse par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute, quoi. Que c'est mon comportement qui fait ça. Alors, il s'agit de votre fils? Oui, il s'agit de mon fils Damien, qui nous a quittés il y a presque 2 ans et demi. Et en fait, on est passé par une étape où on nous évitait. Et puis maintenant, on nous évite plus vraiment, mais maintenant j'ai l'impression que les gens, ils se comportent comme si rien ne s'était passé, quoi. Oui. Et c'est vrai que, comment dire, je leur en veux pas, hein, c'est pas le souci est pas là, mais moi je dois dire que ça me perturbe, quoi. Voilà. Oui, c'est compréhensible. Ouais.
Et quand vous dites que vous avez le sentiment que c'est de votre faute, c'est-à-dire que vous voulez dire que c'est votre comportement qui induirait cela ? Oui, parce que bon, moi je veux pas extérieurement embêter les gens avec ce qui nous est arrivé. Et voilà, donc quand j'ai réussi à ressortir un peu en société, à retravailler, petit à petit, on essaye de donner une image. Et puis il le faut. Un jour, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Tu veux vivre, j'ai décidé de vivre, j'aime la vie. Il nous est arrivé un malheur. On peut rien faire contre ça. Et voilà, quoi. Donc, extérieurement, je vis, quoi. Je vis, je suis capable de rigoler, je travaille, voilà. Et du coup, j'ai l'impression que les gens, ils sont à l'aise, quoi. Oui, votre comportement les met à l'aise, c'est-à-dire que vous êtes dans la vie, vous pouvez parler de tout et de rien, vous êtes souriante, vous pouvez même rire, donc ils se sentent bien en votre compagnie. Je suppose parce qu'on est passé d'une étape où les gens nous évitaient complètement. On a perdu pas mal d'amis, on va pas dire ça, mais des amis qu'on ne voit plus, quoi, parce que certainement qu'ils n'osaient pas parler, ou ils n'osaient pas nous aborder parce qu'ils savaient que de toute façon on parlerait de ça, quoi, de ce qui s'est passé. Et puis d'une étape maintenant où du coup mon apparence, fait que ils peuvent m'aborder et du coup je vois bien dans certaines paroles, dans les choses qu'on peut lancer comme ça, on voit bien qu'ils ont oublié tout à fait ce qui s'est passé, quoi. Je ne pense pas qu'ils aient oublié, Sylvaine. Je sais pas. On ne peut pas oublier la mort d'un enfant. On me dit des choses des fois qui sont. Je me dis, mais si il se rappelait dans les conditions qu'on l'a perdu, on me dirait pas ça, quoi. Et je leur en veux pas, pas du tout, c'est pas ça, mais. C'est-à-dire que il y a des paroles qui vous blessent, qui font comme s'ils avaient oublié effectivement les conditions. Oui. C'est un suicide, hein. Oui. C'est ça. Il s'est suicidé alors qu'il avait 14 ans. Oui. Et si vous voulez, le problème c'est que j'ai pas envie qu'on oublie Damien. Vous voyez, j'ai besoin qu'on se rappelle que Damien a vécu pendant 14 ans. Bien sûr. C'était un superbe enfant, excusez-moi. Et, non, mais comment... Et en fait, je suis forte, je suis quelqu'un de... Oui, j'entends ça, oui. Je suis quelqu'un qui surmonte, qui me soigne pour ça, qui travaille beaucoup sur moi. Pas toute seule, avec mon mari, bien sûr. Oui. Mais bon, j'ai pas... mon angoisse, c'est ça. Je me dis qu'un jour, on aura oublié que j'ai eu 3 enfants, 3 garçons, 3 beaux garçons. Et voilà, quoi. C'est dur. C'est dur. C'est dur et je me dis que en fait, peut-être qu'il faudrait que je sois, je sais pas, que j'ai une autre apparence, que j'ai pas un masque. Mais j'ai pas envie de faire comme ça, quoi. Pourquoi parlez-vous ? Vous avez le sentiment parfois que c'est un masque ? En fait, c'est une apparence. Les gens, ils voient pas comment je vis intérieurement. Oui. Quoi. Oui. Je veux dire, de toute façon, la douleur, je l'ai en moi. Oui. Et les gens, quand je suis toute seule, ils voient pas comment je suis, quoi. Bien sûr. Et je sais très bien, cacher. Voilà, comme toute personne qui malheureusement vivent pas forcément très bien et qui cachent leur mal-être, quoi. Je fais exactement pareil.
Est-ce que par moment, vous avez le sentiment que, justement, vous cachez, vous prenez presque trop sur vous? Ben oui, bien qu'il y a des fois, voilà, je peux passer des journées très très bien, quoi. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire voilà, qu'il y a des moments où c'est pas. Ah oui, je suis pas vous êtes bien, mais. Parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des journées où vous pouvez être bien, mais est-ce que s'il y a des moments ou des journées ou des jours où vous êtes un peu moins bien, est-ce que vous prenez sur vous-même pour avoir l'air bien? Ben je prends sur moi-même, mais bon, il y a certainement les gens qui me connaissent très bien, ils doivent bien voir par mon comportement, par le fait que je sois peut-être à fleur de peau, quoi, comme on dit. Doivent sentir qu'il y a quelque chose qui, bon, on n'ose pas me dire, et puis bon, c'est normal, on va pas tout le temps, voilà, quoi, on va pas enfoncer le clou encore un petit peu plus, même si de toute façon on peut plus rien enfoncer de plus, quoi. Souvent les gens ils me disaient mais on n'ose pas t'en parler parce que c'est te remettre dedans. Mais je dis mais je suis toujours dedans. Les gens ils se rendent pas compte des fois, mais voilà, on va pas te parler de Damien parce que on va te remettre dedans, mais ils se rendent pas compte. Mais on est en permanence dedans. Oui, c'est ça. Bien sûr. Vous voyez, alors, moi, je me dis, ben, pourquoi moi, Damien, je vais vous dire, Damien, j'en parle tous les jours. Enfin, en tout cas, chez moi. Hein. Parce que à votre sujet, mari Oui, à mon petit garçon, parce que mon petit garçon est toujours avec nous. Et Damien, il est présent en permanence. On passe pas une journée sans dire oh bah tiens voilà Damien aurait fait ci ou Damien aurait dit ça ou Damien aimait ci ou Damien aimait ça. Pour moi il est toujours présent. Et puis c'est normal. Chez mon petit garçon c'est pareil. Quand il a envie de parler de son frère il parle de son frère. Quand il a envie de prendre ses affaires il prend ses affaires. Il me dit maman tiens Damien il a ça dans sa chambre est-ce que je peux vous voyez. Oui il est présent. Vous pouvez chez vous en parler, il n'y a pas un jour où vous n'en parlez pas. Non, et je peux en parler à l'extérieur. C'est ça, c'est que les gens ils comprennent pas que je suis capable d'en parler à l'extérieur sans m'écrouler. Est-ce que vous leur dites comment? Mais ils le savent. Est-ce qu'ils le savent vraiment? En tout cas, les gens qui sont proches de moi, oui. Les gens, c'est-à-dire qui sont proches de vous, alors les gens que je côtoie tous les jours. Vos collègues de travail Mes collègues de travail... Les gens que je côtoie tous les jours, ils savent qu'ils peuvent... Parce que je crois que quand ils vous disent, effectivement, de façon maladroite, on ne veut pas te remettre dedans, alors que, vous l'avez dit, vous y êtes, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut enlever, remettre. La douleur, elle est là, enfin, ça fait partie de vous. Ouais. Mais je crois qu'il y a une réaction qui est certainement de protection. Oui, vis-à-vis de vous, quand il vous voit dire on va pas évoquer Damien pour ne pas la bouleverser Sylvaine et en même temps de protection vis-à-vis d'eux aussi parce que peut-être qu'eux seraient déstabilisés mais donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut être dit, de dire on peut en parler, mais peut-être que ça peut venir de vous, c'est-à-dire de temps en temps, enfin vous pouvez l'évoquer après tout. Et moi je l'évoque, je l'évoque Damien, je l'évoque même à l'extérieur, mais je sens bien qu'il y a des gens, je dis pas tout le monde, parce que mes collègues elles sont, par contre, je voudrais dire elles m'ont hyper soutenue et heureusement que je les ai et heureusement que voilà je peux. Mais autrement, les gens, voilà quoi, ils m'écoutent, mais et souvent on divise les conversations quoi. Alors, je reçois un message qui dit « Je pense que les gens ont peur de vous faire du mal en n'utilisant pas les bons mots ou en ne trouvant pas les mots. » Et je pense que je trouve ça assez juste. Je pense que dans ces cas-là, il y a peut-être peur de blesser involontairement, de effectivement faire du mal. Et ils se protègent eux aussi. Mais ils se protègent eux. Souvent, je dis... moi, je dis souvent que en fait... peut-être parce que je suis passée par là, mais je crois que j'avais quand même, même avant, je pouvais parler comme ça des malheurs avec les gens, même quand c'était des maladies ou des choses comme ça. Je pouvais facilement aborder les gens, leur demandant comment ils allaient et comment ça se passait. Mais je pense que
même si eux, ils ont la douleur et qu'ils ont connu Damien et puis qu'ils peuvent pas en parler, je me dis que il faut des fois passer sa propre douleur pour penser à ceux qui ont encore plus de douleur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que dans des moments comme ça, les gens ils me disent oui, tu vois, on peut pas t'en parler parce que ça nous fait trop mal. Mais j'ai dit mais et moi alors ? Et moi alors ? Et vous croyez que moi ça me fait quoi ? Parce que vous voyez, moi je pense que les gens, à un moment ou à un autre, nous on a vu, il y a des gens, on les a plus jamais revus, on n'a plus jamais entendu parler d'eux depuis, parce qu'ils ont trop mal. Et ça c'est terrible. Et comment ça se passe dans votre famille, avec vos amis ? Est-ce que là vous pouvez en parler ? En fait, oui. Les amis. Alors, bizarrement, il y a plein d'amis à qui on n'a pas pu en parler et c'est fini. Et d'autres gens qui sont venus vers nous et que je connaissais pratiquement pas et avec qui je peux discuter. Mais souvent, les gens, j'ai remarqué que c'était plus facile avec des gens qui avaient déjà connu une douleur, c'est-à-dire pas forcément pas le suicide, mais la perte de quelqu'un de cher. Et là, on se comprend certainement. Vous voyez, et d'un seul coup, voilà, on se comprend, donc c'est plus facile. C'est malheureux à dire, hein, mais voilà, je pense que tant qu'on n'a pas connu cette douleur, peut-être qu'on s'imagine pas, bien sûr, hein, de toute façon je me doute bien, je m'imaginais pas avant. Oui, on en a peur, comme si y avait quelque chose de la souffrance, ne pas en parler, comme s'il y avait quelque chose même de contagieux. Oui, j'allais vous dire, c'était les paroles que j'avais. Bon, j'en parle moins avant de ça, parce que c'est vrai que je vous appelais pas spécialement pour aborder le sujet. C'était plutôt pour après, quoi. Je n'avais pas forcément envie d'aborder mais c'est vrai, j'ai eu l'impression qu'on était très contagieux, que les gens avaient peur que ça s'attrape et que ça allait, le malheur allait. Oui. Beaucoup de gens comme ça qui sont frappés par un grand malheur ressentent cela après, dans l'éloignement, comme s'il y avait quelque chose de contagieux, une réaction comme ça d'évitement, de peur finalement. Et c'est tellement terrible parce qu'on a tellement besoin de ces amis. Dans ces moments-là. Parce qu'il y a des gens qui comptaient vraiment, et on les a perdus, quoi. Perdus parce que moi, j'ai pas pu faire l'effort à ce moment-là de pouvoir aller vers eux. Pour moi, voilà, j'avais pas à faire l'effort. Vous voyez, quand ça s'est passé, je me suis dit, les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Mais moi, je ne me voyais pas faire l'effort et j'en étais incapable de toute façon. Bien sûr. Maintenant, je vois ça différemment, certainement. Je pense que maintenant, j'arriverai plus à aller vers eux. Mais c'est trop tard. Mais je pense que c'est trop tard. Mais vous savez, Sylvaine, je crois que par rapport à votre question qui est importante, celle de l'oubli, je pense que dans le fond, personne n'oublie. Il y a la peur derrière, on parle de peur, mais on est tout sauf dans l'oubli. Je pense que justement, c'est des réactions, il y a eu des réactions d'évitement, il y a eu des réactions peut-être de déni, de faire comme si ça n'avait pas existé. Je ne n'explique pas dans les soucis de tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Mais la culpabilité, on l'a déjà, mais alors quand on vous la donne... Oui, en plus. Et j'allais dire justement avec un décès par suicide, c'est-à-dire qu'il y a cette violence-là de cette mort qui fait que en plus ça rappelle à tout le monde ce geste et c'est ce qui rajoute tellement de souffrance à cette souffrance déjà de dire ça laisse cette incompréhension finalement. Oui. Mais bon, voilà quoi. De toute façon maintenant. C'est comme ça, on vit avec. C'est la compréhension pour tout le monde, quoi. Mais alors, il y a Ninon qui dit avant les messes anniversaires avaient cette fonction aussi de rappel, c'est-à-dire à l'occasion de son anniversaire ou vous voyez dans un journal une annonce de souvenir. On le voit encore dans les journaux, enfin. Bon, ça, il faut être, même parfois sans être croyant. Enfin, il y a une façon. Moi, je suis pas. C'est vrai que bon, je suis pas du tout, mais alors. Pas du tout croyante, même si j'avoue que
par la suite, j'ai cherché des quêtes. Enfin, vous comprenez qu'on essaye bien de se sûr, rapprocher avec mais quelque bien chose. sûr, On dit oui, que oui. si on peut encore parler à son enfant et encore... Enfin bon, et alors que moi, au fond de moi, je vais vous dire, pour moi, il n'y a plus rien après. Hein. Enfin, j'en suis... Oui. c'est ma conviction. Hein. Après, je suis tout à fait tolérante. Moi, c'est ma conviction. Puis vous voyez, ça n'empêche pas que moi, maman, ben voilà, j'aurais pu me raccrocher à plein de choses, quoi. Mais bon, j'ai encore quelque chose en moi qui dit bon, arrête, quoi, arrête. Voilà. Alors, j'ai trouvé d'autres alternatives. Bon, j'ai écrit beaucoup. Oui. Je lui ai écrit tous les jours. J'ai arrêté. Bon, j'ai fait un blog. J'ai arrêté de mettre des articles à sa date anniversaire, justement. Je me mets des... je me dis, voilà, à tel moment, il faut absolument que tu arrives à... Bon, il y a des caps, quoi. Voilà, je me mets... voilà. Et il y a Loretta qui dit, est-ce que vous avez pensé à des associations peut-être pour voir... Oui, nous faisons partie d'un groupe de parole. Oui. Donc, qui a été mis en place suite au décès de Damien. Parce qu'il n'existait pas ce groupe de parole-là spécifique au deuil par suicide. Donc, on nous a proposé, effectivement, donc tous les mois, à peu près, on se réunit. Donc, c'est un groupe de parole... Donc avec des gens qui ont vécu la même chose. D'accord. Mais, je veux dire, des parents. Pas que des parents. Des frères et sœurs. Des parents, des femmes qui ont perdu leur mari. D'accord. Voilà, c'est sur le suicide. Mais d'accord, on n'a pas voulu. Voilà quoi. Je veux dire, au départ, c'est vrai qu'on peut trouver. Comment dire, même moi, je me suis dit, mais on parle pas de la même chose. Mais si un suicide, quand on perd quelqu'un, que ce soit un enfant. Alors un jeune, un moins jeune, enfin bon, c'est terrible, quoi. Oui, parce qu'on reste face à une énigme. Oui. Et vous êtes entouré, vous dites que vous avez fait un travail, ça veut dire que vous faites un travail thérapeutique aussi? Non, mais je fais, alors ce groupe de parole oui, il y a ce groupe-là, oui. Les deux, oui. On fait rien l'un sans l'autre, hein, enfin bon, d'ailleurs, je voudrais dire... que souvent dans les groupes de parole, on ne voit que des femmes. Il y a souvent que des mamans. Oui. Que des... Voilà. Mon mari est tout seul au groupe de parole. Ah oui. Et il s'y sent bien. Hein, mais enfin, voilà. c'est quand même sans dit long. Parce que oui, mais voilà. Je voudrais témoigner là-dessus parce que parce que les hommes, je crois qu'ils ont plus, dans leur tête, plus failli que nous. Quand je dis failli, c'est la culpabilité qu'on a de rien avoir vu et de ne pas avoir su protéger nos enfants. Je pense que les hommes ont encore dans l'esprit que c'est eux les piliers de la famille, c'est eux qui doivent protéger leur famille. Ils ont encore ça. Je veux dire, ça reste en eux. Et du coup, ils ont beaucoup plus de mal à pouvoir parler de cette culpabilité qu'ils ont, ils n'ont pas réussi à protéger. Et je le dis parce que je le sais, mon mari me l'a dit, donc lui, c'est pas... En plus, mon mari n'est pas le père de Damien, il l'a élevé, et je peux vous dire que la culpabilité, il l'aura toute sa vie, quoi. Je vous propose qu'on accueille Pascal qui est avec nous et qui vous écoute et qui voulait vous parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. J'avais très envie de réchauffer cette maman parce que moi je l'ai vécu il y a 14 ans. On a perdu notre fils aîné de suicide. On a 4 enfants. Donc Arnaud est mort à 22 ans et ça a été un tel choc qu'évidemment il y a l'avant et il y a l'après. Oui, voilà, oui. C'est 2 vies différentes, même si on est les mêmes, on est transformés. Et je voulais vous dire que j'étais tout près de vous parce que je vous entendais et évidemment tout ce que vous dites, je l'ai vécu. Oui. Donc, alors, si je peux me permettre, je vais essayer de prendre quelques petites bribes parce qu'on n'a pas forcément longtemps, mais au moins reprendre quelques éléments de la conversation. Vous parliez des gens qui étaient durs et qui ne comprenaient pas ou qui oubliaient.
Moi, je ne suis pas si sûre. Je pense que les autres personnes qui ne le vivent pas sont parfois mal à l'aise quand ils sont face à nous parce qu'ils ne savent pas toujours comment se comporter. Parfois, ils sont maladroits, mais c'est pas volontaire. Oui, je le comprends petit à petit. C'est vrai qu'au début, on ne comprend pas. Et bon, plus le temps passe et plus on arrive quand même à comprendre certaines choses. C'est vrai qu'on le comprend mieux après. Mais il y a tellement d'étapes à franchir et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et quand je vous écoute là, je trouve que vous avez fait beaucoup de chemin. Oui, je le sais parce que c'est vrai que par rapport au groupe de parole, on me l'a dit quoi. Voilà. C'est bien ça que vous ayez le groupe de parole parce que moi quand j'ai perdu Arnaud, on n'avait personne, je ne connaissais rien, il n'y avait aucune association, rien n'existait. Je me suis raccrochée à tout ce que j'ai pu. Pas toujours au psy, pas forcément. C'est aussi beaucoup des amis, des personnes à l'écoute, des amis d'enfance. Enfin, je me suis raccrochée à toutes les branches que j'ai pu trouver et qui me paraissaient bonnes pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, heureusement qu'on a le groupe de parole parce que en fait, il n'y a que là que je peux vraiment dire tout ce que je ressens. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, hein. Même à l'antenne, là, il y a des choses qu'on ressent et des choses qu'on a envie de dire, de crier Et il n'y a qu'au groupe de parole parce qu'on est face à des gens qui vivent la même chose que nous. On passe par exactement les mêmes étapes. Oui. Et c'est pour ça aussi que c'est bien. Vous avez bien fait d'aller les voir parce que ça va beaucoup vous aider à remonter. En plus, votre mari qui est avec vous, ça fait une chance. Il est formidable. Il me suit. Bien sûr que lui, ça lui fait du bien. Il est à mes côtés. Il écoute. On en parle. Enfin, je veux dire, je peux même pas imaginer des couples qui peuvent pas, parce que bon, on en connaît beaucoup. Hein. Oui. Dans le groupe de parole, on le sait. Hein. Les maris, il y a rien. C'est comme s'il y avait un déni et que l'enfant n'existait plus. Mais plus du tout. Mais il y a des moments où on peut aussi. Moi, j'ai été avec mon mari par moment. J'avais pas l'impression qu'il avait la même souffrance que moi. Par moment, on s'est éloignés l'un de l'autre. On a eu peur de se perdre. On s'est finalement tenu la main. Et puis j'étais dans le même cas de figure que vous, puisque mon mari a élevé notre fils, mais n'était pas son papa. Donc notre fils avait deux pères. Il avait quand même beaucoup de contacts avec son papa parce que nous étions restés amis. Mais il avait aussi mon mari. Et bien évidemment, après la mort, il y a tellement d'étapes à franchir et les hommes ne réagissent pas du tout comme nous. Non, pas du tout pareil. Non. Donc il faut arriver à se comprendre et on est tellement détruit que parfois on n'y arrive pas. Hein. Mais il faut essayer de se dire que c'est pas forcément définitif, que on peut se perdre un moment mais se retrouver. Et que nos chemins, finalement, nous aident. Et moi, j'ai compris que parfois, mon mari m'aidait à sa manière. C'était aussi peut-être en étant peut-être moins profondément dans le chagrin. Ça m'a aidé à remonter aussi. Moi, je le remercierai jamais assez d'être ce qu'il est. Parce que même si je lui dis pas, même si je suis pas forcément toujours démonstrative, mais je vais lui écrire de temps en temps. En fait... un petit mot. En fait, ce qui se passait, c'est que quand j'écrivais, j'ai arrêté là, je me suis dit, il faut que j'arrête, mais quand j'écrivais à mon fils, c'était sur son ordinateur, et je le laissais allumer, et en fait, il lisait. Donc, il savait exactement... Je vous parlais de lui écrire à lui pour le remercier, parce que les mots sont difficiles parfois. Mais c'est intermédiaire. Mais je parle beaucoup, je suis quelqu'un quand même qui est assez... mais il y a des fois où c'est mon apparence qui voit tout de suite, mais il est là, il est présent. Il est présent. Je m'excuse de vous interrompre, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous vouliez pas, vous aviez l'air bien auprès des autres et que vous n'étiez pas bien. Et ça, je l'ai vécu comme vous, parce qu'on ne veut pas faire pitié non plus. Non, sûrement pas. Et donc, effectivement, en apparence comme ça, les gens peuvent penser que ça va, et en fait, on se reconstruit petit à petit, pas à pas, mais on a des tas de moments où ça ne va pas, on descend, et puis on remonte. Et effectivement, il faut savoir, et c'est important de le dire, que chaque fois qu'on retombe, et c'est décourageant, on se dit oh là 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 là, j'ai cru que j'avais franchi des étapes et finalement je retombe de 10 étages. Mais en fait, quand on a traversé quand même des étapes qui font qu'on est quand même plus fort, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, tout ce qu'on a déjà reconstruit, on l'a déjà reconstruit. Et ça c'est vrai, mais je me dis souvent, mais voilà, tu as réussi à faire ça, quoi.
Voilà. Tu es là, tu as réussi à C'est faire incroyable, hein, en 2 ans, comment effectivement vous avez pu déjà avancer, mettre des mots. C'est vrai que mais c'est par, mettre des mots sur une telle douleur, hein, c'est par tout ce que j'ai pu sortir par écrit. Et ça m'a énormément par aidé. Écrit et dans ce groupe de parole. Le groupe de parole, le blog, que j'ai fait après pour décrire mon mal-être et pour aider d'autres jeunes, et les témoignages que j'ai eus. Ça vous m'a avez une capacité, hein, quand même, à parler, qui vous aide à parler, à écrire. Ce que je vous propose peut-être, Sylvaine et Pascal, c'est, si vous le souhaitez, c'est hors antenne de continuer cet échange. Oui, il y a un petit peu de musique pour conclure l'émission, mais si vous le souhaitez, on peut. Je vous en prie, merci d'être intervenue. Quand même, si je peux me le permettre, c'est que nous sommes dans les journées nationales de prévention du suicide. Oui, le 14. Et que le 4 février, c'est la journée de prévention du suicide. Et moi, je voudrais qu'on en parle plus souvent parce que c'est un sujet qui mérite qu'on se penche dessus. Je suis à l'origine de la création de maisons des adolescents en France et dans notre département, le Calvados. Et je crois qu'il faut beaucoup parler de ça. C'est en aidant les parents et les enfants à la source de la souffrance qu'on peut éviter peut-être aussi que d'autres enfants passent à l'acte. Vous avez tout à fait raison. C'est mon combat, on fait ça tous les ans. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire, parce que ça touche malheureusement beaucoup d'adolescents, des enfants, de jeunes adultes en tout cas. Et c'est important de se pencher sur les causes. Ouais, quand on n'est pas confronté, c'est vrai et c'est là qu'il faut. On se rend pas trop compte. Moi, le suicide, c'est vrai que pour moi, je savais pas ce que ça voulait dire avant. Je l'avoue. Je l'avoue. Je reçois quelques réactions là qui arrivent pour vous, Sylvaine. Corinne nous dit: nos amis ont perdu il y aura 1 an à la fin du mois leur fille de 17 ans d'un accident. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à elle et surtout à eux, mais les mots semblent tellement pauvres face au vide dans lequel ils ont été involontairement plongés que je ne les appelle pas ou leur écris que très rarement. Ouais. Et pourtant, c'est le sentiment d'empathie qui domine, dit Corinne. Vous voyez, donc elle pense à eux. Peut-être Corinne aura maintenant la force de pouvoir le faire. Tout ce qu'elle fait, c'est bien et ça apporte beaucoup aux parents à qui elle le fait. Elle ne le montre peut-être pas, mais c'est fou. Même c'est ça, donc vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'oubli ou qu'on ne pense pas. C'est que je crois qu'on ne sait pas, les personnes ne savent pas toujours comment faire, ont peur d'être maladroit ou de blesser. Merci en tout cas beaucoup de ce témoignage. Et on est proche de vous par tout ce que vous avez dit, Sylvaine. Merci à vous, Pascal. Ne raccrochez pas, Clémence va pouvoir vous mettre en relation en antenne.